Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Paris, la ville lumière, cache dans son ombre ses plus fragiles sans-abri. Bruno Retailleau a donc, comme il l'avait promis, déclassifié un rapport classé secret. Des hommes et des femmes qui plongent toujours plus profond pour survivre. J'ai tout perdu, tout. Le rapport dit qu'il faut faire le distinguo justement entre les frères musulmans et les musulmans. Tout ce qui me reste, c'est là, ce boîte-là. C'est tout. Si ça ne bouge pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que là, tout est clair. Silence, silence, il va dire quelque chose. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Abemous papa. Nous sommes en guerre. Ah là là, Abemous papa, nous sommes en guerre. Ce sont les apparentements terribles de Julien Delmas. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord, effectivement, ce rapport sur les frères musulmans, sur l'entrisme du frérisme en France et en Europe. Un rapport extrêmement fort, très détaillé, que Bruno Retailleau a commandé, le ministre de l'Intérieur, et qu'il vient de déclassifier. Et évidemment, c'est le fait du jour, et on en parle notamment avec Emmanuel Razavi, grand reporter et qui a écrit des livres sur la stratégie des frères musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi les frères sont-ils le nom ? On verra ça tout de suite. Et nous allons recevoir aussi l'auteur d'un reportage passionnant, Armand Alexanian. Eh bien, il a fait quelque chose que font un certain nombre de journalistes, et c'est aussi une des manières de faire de journalisme de la meilleure des façons, c'est s'infiltrer au bon sens du terme. Armand est devenu SDF dans Paris pendant quelques jours, pendant une semaine, 2 semaines. Il a vécu, comme les SDF, la vie des SDF, et il raconte dans un document, et il viendra nous le raconter ici. Et puis les perles, les V, les bravos, comme vous le savez, et en seconde partie, cette mouvance qui existe peut-être depuis plus d'un siècle, les autonomes. C'est quoi les autonomes ? Ce sont quoi les marginaux, les anarchistes, ceux qui soufflent sur la flamme des révolutions à venir, qui n'arrivent pas à venir, qui sont renversés, qui sont écrasés, mais qui renaissent toujours sur des formes extrêmement diverses, de l'ultra-gauche au black bloc, aux anarchistes, aux situationnistes. Sans faire d'amalgame, il y a un mouvement autonome en France qui existe depuis au moins 50 à 60 ans, depuis 68 très exactement. On en parle, ça s'appelle Le Monde ou Rien, parce qu'il revendique le monde ou rien. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un rapport de 73 pages, commandé par le ministère de l'Intérieur et qui vient de sortir, qui a été déclassifié, sur l'entrisme des frères musulmans en France. Un rapport passionnant, nous en parlons tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et maintenant, que vais-je faire ? Je vais en rire. Et maintenant, chanter Gilbert Bécaud. Là, c'est une histoire d'amour. Là, c'est une histoire, effectivement, très différente. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un rapport qui révèle beaucoup de choses, soyons clairs, qu'on connaissait déjà. Il y a eu depuis 20 ans, 25 ans, allez, j'allais dire 30 ans, des livres, des publications, des rapports qui ont été plus ou moins connus, plus ou moins publicisés sur, effectivement, la stratégie des frères musulmans, un mouvement, disons, secret. C'est un mouvement c'est pas un parti politique, il n'a pas pignon sur rue, mais il existe, et il existe ô combien. On en parle tout de suite avec Emmanuel Razavi, grand reporter. Bonjour Emmanuel Razavi.
Bonjour André, merci de me recevoir. Mais écoutez, merci à vous d'être là. Je rappelle que vous êtes grand reporter, vous avez écrit plusieurs livres enquêtes. Le plus récent, c'était sur l'Iran, bien sûr, la face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. On vous avait reçu pour ce livre. Mais vous avez écrit aussi avec Alexandre Delval le projet. Le projet, c'était justement la stratégie de l'entrisme, de l'infiltration des frères musulmans. Et encore une fois, les frères musulmans, ce ne sont pas les musulmans. On fait très très souvent l'amalgame. Il faut arrêter de faire l'amalgame. Mais il y a un mouvement, une mouvance, une implantation qui dure depuis des décennies. Emmanuel Razavi, en fait, vous parlez déjà de ça dans le projet, et voici que paraît un rapport, donc hier. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens ont l'air de découvrir quelque chose, justement, dont on connaît l'influence, dont on connaît l'importance depuis des décennies, et dont vous avez parlé vous-même dans votre livre avec Delval. Vous avez absolument raison, André. En fait, on fait semblant de découvrir quelque chose que l'on connaît depuis maintenant des décennies. Moi, le premier livre que j'ai écrit sur les frères musulmans, c'était en 2005. Ça s'appelait Frères musulmans dans l'ombre d'Al-Qaïda. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je racontais déjà le projet des frères musulmans, qui était français notamment, qui était d'aller sur des listes électorales, d'accord, pour pouvoir, alors liste électorale municipale, départementale, régionale, législative, enfin, il n'y a pas de liste législative, mais de se présenter à des législatives, il y a 20 ans déjà, évidemment, parce qu'ils voulaient infiltrer, en fait, les institutions, et notamment, en fait, les organes de pouvoir, ce qu'ils ont fait avec des partis politiques, qu'ils ont fait aussi parfois, je pense qu'on le sait tous les deux, dans certains aussi, enfin, auprès de certains médias. Ces frères musulmans, si vous voulez, il faut le rappeler, je dirais, par simple pédagogie pour vos auditeurs, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on sait tout ça parce qu'ils existent depuis très longtemps. C'est une organisation qui a été créée en Égypte en 1928. Presque un siècle, oui, c'est ça. Presque un siècle, hein, bien sûr, vous avez raison. Et qui avait pour objectif, qui a toujours pour objectif d'organiser la société autour des valeurs de l'islam, donc de la charia, partout où vivent des musulmans. Ça veut dire y compris dans nos démocraties. Vous avez raison. Et je vous en remercie. Vous avez dit tout à l'heure, frères musulmans, ça n'a rien à voir avec les musulmans. C'est important de le dire. C'est un radicalisme, si je puis dire, un fondamentalisme, les frères musulmans. Et les frères musulmans qui aujourd'hui opèrent en France, en Espagne, moi j'ai beaucoup enquêté sur les frères musulmans au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. En aucun cas, ils ne représentent les musulmans, en fait, de France, contrairement à ce qu'ils prétendent. Et moi, je vois bien, je suis d'origine iranienne, donc évidemment, j'ai des musulmans dans ma famille. Personne ne se reconnaît dans les frères musulmans. Oui. Au contraire, je dirais même que beaucoup autour de moi, depuis quelques jours, me disent qu'ils trouvent que Bruno Retailleau fait enfin le job, révèle encore une fois des choses que l'on savait, si vous voulez, mais que personne officiellement, en tout cas aucun ministre de l'Intérieur, n'avait pris, en fait, n'avait décidé réellement, en fait, de combattre. Ils en ont tous parlé. Il est le seul à le faire. Et juste un mot d'ailleurs, pour aller tout à fait dans votre sens, Emmanuel Razavi, ne pas faire des espèces de confusion. Il faut rappeler que dans plusieurs pays arabes, les frères musulmans sont interdits complètement. Et il y a eu d'ailleurs des discours très intéressants de certains ministères des Émirats arabes unis et ailleurs, et même en Arabie saoudite, en disant, écoutez, vous accueillez un certain nombre de gens dont nous ne voulons plus. Et juste un mot, Mohamed Sifawi, qui a écrit lui sur le Hezbollah et le Hamas, parlait ce matin dans une radio et disait ceci, et dites-moi si vous êtes d'accord. Mais en vérité, le rapport défend les musulmans. Le rapport dit qu'il faut faire le distinguo justement entre les frères musulmans et caractériser leur dangerosité et les musulmans. Mais vous faites tous la même erreur. Dès qu'il y a une stigmatisation des islamistes, vous dites que les musulmans sont stigmatisés. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que les musulmans sont islamistes tous. Mais lorsque vous avez cette posture, vous ne rendez pas service aux musulmans, même si vous croyez le faire. En vérité, vous faites le contraire. C'est que vous voulez absolument qu'il n'y ait pas de débat sur les islamistes pour qu'in fine, on laisse croire que tous les musulmans seraient islamistes. Oui, Emmanuel Razavi, c'est peut-être effectivement une erreur que font un certain nombre de médias. Merci André de passer ce message. C'est important d'entendre ça, que vos auditeurs entendent ça. Il y en a ras-le-bol. Depuis près de 30 ans, la gauche française, l'extrême gauche française, assimile systématiquement les musulmans français ou les Français de confession musulmane aux islamistes
en prétendant que lorsqu'on critique l'islamisme, on critique les musulmans. Je peux vous dire que dans ma famille, moi je suis d'origine iranienne, je vous le disais, vous le savez, on se connaît depuis longtemps, ma famille elle est majoritairement de confession musulmane. Tout le monde salue la décision de Bruno Retailleau. C'est important, ce que dit Mohamed Sifaoui. Pourquoi ? Parce qu'on considère que Bruno Retailleau, en publiant en fait ce rapport, défend justement, bien sûr, la France, la communauté française au sens large, mais aussi les musulmans en fait de France. Faut pas oublier, moi je l'ai vécu dans ma famille. Ce sont des familles qui ont souvent fui l'islamisme, que ce soit des Algériens, que ce soit des Iraniens. Moi, ma famille, ceux qui ont quitté l'Iran en 1979-1980, sont venus s'installer en fait en France parce qu'ils fuyaient un régime islamiste iranien, ce que je raconte dans mon livre d'ailleurs, influencé par les frères musulmans. Vous comprenez donc qu'on n'a pas envie de retrouver en fait en France ceux-là même qui ont martyrisé, je dirais persécuté en fait nos familles. Et enfin, ministre de l'Intérieur. Alors moi, je le dis de façon factuelle en tant que journaliste. C'est le premier Bruno Retailleau à prendre le dossier, le taureau par les cornes. À bras le corps. Oui. À bras le corps, oui, parce que tous en ont parlé, personne n'a rien fait. Lui aujourd'hui déclassifie, porte ça, en fait un débat finalement qui est un débat en fait public. C'est salutaire. Et j'ai lu ce matin un communiqué du CFCM, du Conseil français du culte musulman, qui faisait encore une fois l'amalgame. En gros, soyons prudents parce qu'on risque de, amalgamer les musulmans de France aux islamistes. Pardonnez-moi, mais... Et certains journalistes l'ont fait, vous le savez aussi. Et certains journalistes le font, oui. Certains journalistes l'ont fait. Et merci Bruno Retailleau, je le dis encore une fois en tant que reporter qui enquête là-dessus depuis plus de 20 ans, mais aussi en fait comme Français d'origine iranienne. Enfin, quelqu'un a le courage de dire il ne faut pas amalgamer les islamistes et les musulmans. Et il faut se débarrasser, je le dis très clairement, des islamistes. Alors justement, parlons-en, Emmanuel Razavi, vous avez enquêté là-dessus, il y a 20 ans déjà, vous avez fait plusieurs livres là-dessus, le projet vient de... Qu'est-ce qui se passe ? Bien expliqué, c'est quoi cet entrisme des frères musulmans ? C'est quoi la stratégie des frères musulmans, notamment en France ? Comment ça se passe ? Comment on découvre ? Parce que le rapport part des écoles, part des municipalités, part d'un certain nombre de mosquées, disons extrémisées, ou je ne sais pas, salafisées, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais enfin, comment ça se passe ? C'est quoi la stratégie et comment elle s'applique concrètement ? Alors, comme vous connaissez ça très bien, j'espère que vous m'en excuserez, je vais donner une explication pour vos auditeurs qui va être très raccourcie, mais je l'espère le plus clair possible. Lorsque l'organisation des frères musulmans s'est créée en Égypte en 1928, son objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'islamiser en fait la société, d'organiser la société juridiquement, socialement autour des valeurs de l'islam. Pour ce faire, ils ont considéré qu'il fallait infiltrer toutes les couches de la société, toutes les institutions. Pour ce faire, ils ont fait en sorte que leurs membres fassent des études, notamment les plus jeunes. Ils les ont poussés à faire des études. Pourquoi ? C'est marqué dans leurs textes. D'ailleurs, dans certains de leurs textes, pour pouvoir en fait rentrer dans des grandes organisations internationales, des ONG, des entreprises, et peu à peu, avec les années, prendre le pouvoir. Leur stratégie. En Europe, les frères musulmans sont présents grosso modo depuis les années 60. Grosso modo, 1966, en Espagne, c'est l'un des pays qui a accueilli en premier en fait des frères musulmans, notamment syriens. Et la France, dans les années 80, où on a accueilli effectivement aussi des frères musulmans. Il faut comprendre que dans ces pays, ça a été la même stratégie. Faire en sorte de présenter un islam en fait en costard-cravate, un islamisme très fréquentable, avec un objectif qui était d'infiltrer le milieu associatif, les partis politiques, l'éducation nationale, les universités, et notamment au sein des universités, les associations universitaires d'extrême gauche ou les universitaires d'extrême gauche qui étaient altermondialistes, qui avaient un combat révolutionnaire, parce que c'est une organisation révolutionnaire, les frères musulmans, il faut le rappeler. Le principe même en Europe des frères musulmans est de dire il faut qu'on prenne le pouvoir en faisant de l'infiltration, donc en faisant de l'influence, et donc par les urnes, parce qu'à un moment donné, on va se présenter à des élections, ce que j'expliquais tout à l'heure et que vous savez. Évidemment, cette stratégie d'influence, elle s'est faite depuis les années 80, donc ça fait 40 ans que ça dure. Les frères musulmans, dès lors qu'on dénonçait cette stratégie, ont eu pour habitude de jouer en fait ce qu'on appelle la carte de la victimisation. Ils ont un protocole qui est toujours en fait de mener l'inversion accusatoire, de se victimiser et de médiatiser en fait le fait qu'ils sont des victimes.
En clair, on l'a vu depuis, par exemple, le pogrom du 7 octobre 2023, vous avez des associations d'extrême gauche et des gens proches des frères musulmans ou appartenant à l'organisation des frères musulmans qui ont manifesté en place publique à Paris, à Toulouse, à Montpellier, en prenant fait et cause pour le Hamas. Le Hamas, la branche palestinienne des frères musulmans, c'est une organisation classée comme terroriste, vous le savez. Donc, on a des gens dans notre pays qui ont pris fait et cause pour une organisation terroriste qui a commis en fait un pogrom, en essayant en fait d'influencer le monde politique et d'influencer aussi les médias, évidemment, pour se démarquer en fait d'Israël, évidemment, et faire pression. Et comme ça, ils appartiennent au camp des opprimés, des racisés, des massacrés, etc. C'est exactement ça. Mais il faut bien comprendre que dès lors que l'on veut organiser la société autour des valeurs de l'islam, qu'elle soit autour de la règle juridique en fait islamique, ça veut dire qu'on mène bien sûr la charia, ça veut dire que ces gens-là mènent un combat qui est civilisationnel. Ils veulent nous intégrer, si vous voulez, et non pas le contraire. Ils veulent pas s'intégrer à la République, mais ils veulent nous intégrer, si vous voulez, à leur vision, à leur perception en fait de l'islamisme. Encore une fois. Moi, je vous le dis parce que ça fait 25 ans que je travaille comme Mohamed Sifaoui ou d'autres confrères sur le sujet. J'ai rencontré les principaux cadres de l'organisation des frères musulmans dans le monde depuis 25 ans. Ils se cachent assez peu, en fait, de leur projet, en tout cas dans les textes. Oui, c'est très clair. C'est même dans les écrits. C'est écrit. Ils sont cohérents. On en a parlé souvent et vous le savez. Ouais. C'est écrit depuis presque 80 ans, en fait, dans leurs écrits. Bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut cesser, en fait, d'être dupe. Et ce que disait Mohamed est très juste, c'est que ces journalistes, nos confrères, qui ont pris la défense parfois de frères musulmans en disant attention, il faut les défendre parce qu'ils sont musulmans et qui ont fait l'amalgame. Nos confrères n'ont pas rendu service aux gens de nos familles, ne nous ont pas rendu service. D'abord, ils nous ont mis une cible dans le dos très souvent en nous amalgamant soi-disant à des gens qui auraient été islamophobes. La deuxième chose, c'est que en fait aujourd'hui, et je le redis, il faut que vos auditeurs l'entendent, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, prend la défense des gens de nos familles quand il décide de faire ça. Il nous protège aussi de cet islamisme qui est dangereux. Je comprends. Alors, oui, Emmanuel Razavi, on va en parler juste après cette petite pause parce qu'il faut savoir justement, l'entrisme, vous dites, bon, ce rapport paraît là, mais ça fait des décennies que ça existe. Est-ce qu'ils ont réussi? Comment ils ont réussi? Où en est l'état des lieux, justement, que montre ce rapport? On reste avec Emmanuel Razavi. À tout de suite. Et si vous avez des questions, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Un rapport explosif, un rapport sur justement l'entrisme des frères musulmans en France et en Europe qui vient de paraître, commandé et déclassifié par Bruno Retailleau. On en parle avec Emmanuel Razavi, qui est grand reporter, qui a écrit plusieurs livres sur les frères musulmans avant son plus récent, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Emmanuel Razavi, au fond, aujourd'hui, alors on a parlé de tout cela, on a mis un peu le tableau, le décor, mais au fond, aujourd'hui, il y a des municipalités, il y a des écoles, il y a, on parlait du lycée Averroès notamment, municipalité, on parlait de Villeneuve-d'Ascq, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a effectivement un certain nombre de lieux de culte. Aujourd'hui, au fond, est-ce qu'on peut, on n'a pas de chiffres, on va pas faire de statistiques ethniques, mais aujourd'hui, franchement, on peut dire quoi? Que les frères musulmans sont très présents, par exemple, dans un pays comme le nôtre, ils ont véritablement un certain nombre de places fortes, de clairières, sans exagérer et sans le diminuer. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, je dirais qu'il faut, mesurer leur force, je dirais plus à leur influence qu'à leur nombre, parce que, vous savez, chez les frères musulmans, d'abord l'organisation, elle est secrète, et beaucoup de gens, en fait, qui collaborent ou qui sont liés aux frères musulmans, très souvent, ne sont pas forcément, en fait, dans le premier cercle. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis des années, les frères musulmans organisent en France un grand raout, et qu'en général, ce grand raout attire plus de 100 000 personnes. C'est au Bourget, c'est ça. C'est le rallye du Bourget. Absolument, au Bourget. Oui. Donc, en fait, on voit bien en fait que leur discours, en tout cas, touche une partie importante. Après, il y a une chose qui est extrêmement essentielle à comprendre, c'est qu'on dit très souvent que les frères musulmans incarnent l'islam politique. Mais il ne faut pas oublier une chose, dans leur texte fondateur, ils expliquent très bien que, évidemment, il y a une branche politico-religieuse, mais qu'il y a aussi une branche qui est une branche service secret, une branche armée. Comme il y a aussi une branche sociale, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a trop pris l'habitude de penser que ces gens-là n'étaient pas dangereux parce qu'ils incarneraient l'islam politique, alors qu'ils ont contribué en fait au terrorisme. Il ne faut jamais oublier que les frères musulmans, les principaux théoriciens de l'organisation des frères musulmans,
ont influencé, par exemple, Oussama Ben Laden, son mentor Abdallah Azam. En France, j'insiste là-dessus, André, encore une fois pour vos éditeurs, parce que vous le savez, mais en France, on a des gens qui sont proches des réseaux, en fait, des frères musulmans, qui, dans les années 80-90, sont partis faire le djihad en Afghanistan, ou qui ont rejoint aussi, en fait, des camps d'entraînement d'Al-Qaïda au Pakistan. Tout ça venant de France, d'accord ? Oui. Donc, ils représentent évidemment un danger, une menace politique, c'est évident, mais ils ont toujours eu pour habitude, quand on regarde leurs histoires, c'est que quand politiquement ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, ils passent souvent indirectement à la lutte armée. C'est-à-dire qu'ils contribuent à radicaliser, si vous voulez, des esprits faibles qui vont verser, en fait, dans le terrorisme. Donc oui, c'est ça. Vous dites que ce n'est pas seulement l'islam politique ou l'islam entre guillemets modéré, enfin l'islamisme, pardon, modéré. Ouais. Attention, c'est pas la même chose. Mais il y a aussi, mais par exemple, ils sont quand même différents de la mouvance Daesh, qui sont ceux qui sont allés en Syrie et tout ça. Oui. C'est pas eux, ça. Ce ne sont pas. Non, mais ça, vous avez bien sûr raison. Il y a plusieurs, en fait, types l'islamisme a plusieurs branches, si vous voulez. Ouais. Il y a un particularisme, si vous voulez, des frères musulmans, c'est qu'ils ne sont pas en rupture avec le progrès technologique. C'est-à-dire que ils sont très en phase avec le progrès technique, contrairement à Daesh. Chez Daesh, on interdit, par exemple, de chanter, on interdit d'écouter de la musique occidentale, on peut écouter que des chants religieux, etc. Chez les frères musulmans, il n'y a pas ça, si vous voulez. Leurs femmes travaillent. Pour autant, ils sont quand même pour l'application en fait de la charia en ce sens. C'est un exemple qui considère qu'une femme vaut 2 fois moins qu'un homme, tout simplement. Qu'ils sont antisémites, très clairement. Syed Qutb, le théoricien phare des frères musulmans dans les années 50, disait qu'il fallait brûler les juifs. Plus récemment, dans les années 2000, Youssef Al-Qaradawi, qui était un autre théoricien phare. Oui, il était sur Al Jazeera, c'était le prédicateur vedette de la chaîne Al Jazeera. Oui. Exactement, il disait qu'en parlant des juifs, que Hitler n'avait pas fini le boulot. Bref, donc toutes ces... Alors, Youssef Al-Qaradawi qui disait ça, je vous le dis, il a fait partie du comité scientifique d'un institut frériste qui est à Château-Chinon. Vous voyez, donc c'est quand même très dangereux. On sait qu'il y a des gens qui ont fréquenté cet institut il y a une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais jeune journaliste, j'ai bossé là-dessus. Voilà, qui ont rejoint en fait le Pakistan ou l'Afghanistan. Donc, vous comprenez bien que ces gens-là, à un moment donné, ils reviennent en France. Donc, ils sont dangereux, évidemment. Donc, il faut être encore une fois très dire, ce que vous faites là. Oui, vigilant. Mais Emmanuel Razavi, alors donc ce rapport est sorti. Est-ce qu'à votre avis, alors il recommande un certain nombre de choses par rapport à fermer certaines écoles, fermer certaines institutions, surveiller ceci, surveiller cela. À votre avis, est-ce que pratiquement, concrètement, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité, disons? Quels sont les moyens d'action? Parce que c'est très bien de dire ça, maintenant on fait quoi? Alors il y a plusieurs choses. Moi je suis pas législateur, mais en tout cas, il y a une chose que j'ai constatée lors de mes enquêtes. Une partie des prédicateurs qui appartiennent en fait à l'organisation des frères musulmans, qui en sont proches, souvent n'ont pas la nationalité française. Ces gens-là, il faut les faire partir du territoire parce qu'aujourd'hui, l'islamisme qu'ils prêchent, pour moi, est une atteinte à la sécurité de l'État, très clairement. La deuxième chose, c'est que tous les centres qui sont identifiés, qu'ils soient culturels ou cultuels, qui sont identifiés, si vous voulez, comme appartenant ou étant proches en fait de cette mouvance, moi je pense qu'il faut les fermer de façon claire. Alors c'est un vrai débat, on l'a eu avec Florence Bergeau-Blaclair, pour qui j'ai beaucoup d'estime, avec qui on parle de temps en temps et qui est brillante, qui a documenté brillamment et avec courage un certain nombre de choses. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, les principaux responsables de l'organisation des frères musulmans en France, on les connaît. Donc ces gens-là, il faut les mettre à l'amende lorsqu'ils prononcent des prêches qui vont contre la sécurité de l'État. Ceux qui n'ont pas à être sur le territoire français, il faut pardonnez-moi, je vais être très clair, il faut les renvoyer dans leur pays en fait d'origine. Je dis ça qu'on se méprenne pas, je suis d'origine iranienne, je le rappelle encore, donc j'ai pas de sujet sur les musulmans, j'ai bien un sujet sur des islamistes qui mettent le pays en vous avez danger. été clair là-dessus et on est d'accord là-dessus, bien sûr. Donc, oui, allez-y Emmanuel. Non, et je crois justement en fait que c'est tout l'enjeu aujourd'hui, comme le disait Mohamed dans l'émission, enfin dont vous avez cité un extrait tout à l'heure, c'est que nous avons besoin enfin que nos confrères, que les politiques comprennent que Retailleau, en faisant ce qu'il fait, est en train de protéger les musulmans de France comme il protège, je parle bien des musulmans français, comme il protège l'ensemble de la communauté française contre un radicalisme qui peut amener jusqu'au terrorisme, il faut bien l'entendre.
Oui, et peut-être à certaines guerres communautaires, voire civiles, tout est possible. Merci Emmanuel Razavi. Je rappelle vos livres, lisez-les, et La face noire cachée des mollahs, le livre noir de la République technique d'Iran. À bientôt. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Claudio Capéo, un homme debout, oui. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas debout, qui sont pas debout parce que la misère, parce que un certain nombre de situations difficiles les ont amenés. Ça s'appelle les sans domicile fixe. On connaît, on les a tous croisés au moment dans la rue, dans les rues de nos villes. Il n'y a pas une seule ville. Et et on se dit mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi encore en 2025 on en est là qu'il y ait des hommes et des femmes en train d'être dans une anfractuosité de trottoirs, de rues, d'immeubles et là comme ça est en train d'attendre et en train de vivre là. Enfin ça s'appelle vie ou ça s'appelle survie. Et il y a quelqu'un qui se posait la question. Quelqu'un qui s'est posé la question et qui a répondu, vous allez entendre, en 2017, il venait d'être élu président de la République. Écoutez. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Ainsi parlait Emmanuel Macron en 2017, il venait d'être élu président de la République. Juste un mot, entre 2012 et 2023, le nombre de SDF en France a augmenté de 130%. La dernière enquête sans domicile de l'INSEE en 2012 estimait à 143 000 le nombre de personnes privées de domicile. Aujourd'hui, on peut estimer que ce chiffre s'élève au moins à 330 000. Vous voyez, depuis 2017, il y a eu du progrès, apparemment. Et quelqu'un vient de faire un documentaire, il est journaliste, il est réalisateur, il s'appelle Armand Alexanian. Bonjour Armand. Bonjour André, merci de l'invitation. Vous êtes fondateur d'un média, le média Témoin bien sûr, et sur lequel vous avez, on donnera évidemment l'adresse exacte de Témoin, vous avez réalisé un documentaire sur les sans-abri. Vous allez me dire, il y a eu beaucoup de documentaires sur les sans-abri et les SDF. Oui, sauf que vous avez fait quelque chose, vous êtes devenu sans-abri, vous vous êtes immergé dans ce monde. Racontez-nous, d'abord, l'idée, qu'est-ce qui s'est passé et comment ? C'est parfaitement bien résumé déjà, mais effectivement c'est ça, c'est un documentaire immersif, donc je me suis mis dans la peau d'un sans-abri durant 15 jours, durant les fêtes de Noël en fait, du 15 au 1er janvier 2025. À Paris, oui. À Paris, sur les conseils d'un SDF que j'ai rencontré et qui m'a beaucoup guidé au début de ce documentaire, parce que seul c'était beaucoup plus dangereux, j'avais pas les codes, donc il fallait que j'assimile les codes. Bien sûr. Mais oui, pendant 15 jours, j'ai dormi dans la rue, sans le sou, hormis celle récoltée par la Manche. Vous n'êtes jamais rentré à la maison, etc. Pendant 15 jours, j'ai dormi dans un duvet Décathlon à 50 €, voilà, pour être très précis, dans différents endroits de Paris, que ce soit les gares, j'ai testé les différents lieux où on peut essayer de dormir tant bien que mal, et où on peut faire la Manche. Donc au contact de ces effectivement 350 000 sans-abri, ces invisibles, comme je les appelle dans le documentaire, parce qu'ils sont soit ignorés par les passants, et ils sont complètement oubliés par les politiques, les mêmes politiques qui avaient promis effectivement de reloger l'ensemble de ces sans-abri. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors, dites-moi, cette vie-là, parce que justement, il y a très peu de gens qui avaient votre tournement. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Comment se passe la vie quotidienne ? Alors j'ai complètement déchanté. C'est pas du tout ce que j'imaginais, pour être très franc. C'est-à-dire qu'au début, vous imaginez quoi ? Oui, justement. Moi, au début, j'imaginais une espèce de solidarité dans la pauvreté. Vous savez, c'est un peu la solidarité quand on n'a rien, etc. En fait, pas du tout. Il y a énormément de codes. Déjà, c'est un univers parallèle. C'est vraiment une société annexe. Il y a des codes de la rue. Il y a des. C'est quoi les codes alors justement ? Alors les codes, c'est simple. Un exemple tout bête, c'est les lieux de manche. Il y a des lieux de manche qui sont réservés selon l'ancienneté, par exemple. Si c'est mon lieu de manche, vous ne pouvez pas venir faire la manche à ma place. Il y a aussi, un peu à l'image des prisons américaines, des territoires un peu, je dirais, ethniques. Donc, par exemple, les Champs-Élysées qu'on connaît très bien sont en majorité réservés aux Roms. Donc, c'est les Roms qui prennent les différents endroits de manche les plus rentables. Donc voilà, il y a ce genre de code à savoir, il y a ne pas se mélanger, éviter effectivement d'aller dans certains quartiers et autres, c'est très compliqué. Et il y a
Voilà, c'est surtout ça que j'ai appris, c'est que mine de rien, même dans la pauvreté, même dans cette espèce de solidarité qu'on s'imagine tous dans la rue, l'homme reste un loup pour l'homme, et le principal danger dans la rue, c'est l'autre, avant même la fin. Il y a de la violence. Il y a énormément de violence. Il y a beaucoup de SDF, malheureusement, qui s'agressent entre eux, qui se volent entre eux. Il y a la drogue aussi qui rentre en compte, le crack dont je parle dans le documentaire, qui est un énorme fléau, où des hommes se prostituent, des femmes se prostituent pour une dose, où ils sont prêts à faire gaspiller le dernier centime de manche pour avoir leur dose de crack. Il y a également donc la drogue présente. Enfin, la drogue est extrêmement présente dans certains quartiers de Paris comme Stalingrad. C'est un fléau total. La drogue est totalement présente et la plupart malheureusement des sans-abri tombent assez rapidement dans la drogue. Soit ils sont drogués par d'autres, soit ils finissent eux-mêmes dealers. Ça, c'est par exemple le cas malheureusement de l'immigration subsaharienne, qui est très vite contrainte à ça, parce qu'il y a beaucoup de dealers qui les poussent soit à vendre, soit à consommer, soit les font consommer pour qu'ils deviennent addicts. Voilà. Il y a aussi cet aspect-là où ils les rendent addicts. De la clientèle et qui font partie des dealers, quoi. C'est ça, ils les rendent addicts volontairement pour que ça devienne soit des travailleurs, donc des dealers à leur place, soit effectivement des consommateurs réguliers. Donc j'ai rencontré aussi ce type de profil. J'ai rencontré aussi des travailleurs précaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, qui ont un métier, mais qui malheureusement, de fait de leur revenu, n'arrivent pas à se loger. Donc ils vivent dans la rue tout en allant au travail le matin. Voilà, ils n'ont même pas de quoi se loger. Complètement. Après, les cas sont différents selon les personnes sans abri. Mais j'ai découvert aussi un planning. Être SDF, c'est un travail à plein temps. Alors, je m'explique. C'est-à-dire Je m'explique, c'est qu'on se lève très tôt, forcément, parce que la ville reprend ses droits très tôt. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Par exemple, Nicolas, que j'ai accompagné au début de ce documentaire, durant 4 premiers jours, au début, il essaye de faire le matin le maximum de démarches administratives possibles. Donc, il essaye tout de suite d'appeler le 115 pour avoir un logement. Souvent, je vous l'expliquerai pourquoi, mais c'est peine perdue. Il essaye ensuite de faire les papiers pour sa domiciliation, essayer de faire une demande de RSA, etc. Donc la matinée est vraiment allouée aux démarches administratives. L'après-midi, il faut bien se nourrir et louer à la manche. Et le soir... Comment ils se nourrissent ? Il se nourrit, par exemple. De manches, de maraudes, d'associations. D'ailleurs, je félicite la plupart des citoyens qui font des maraudes ou les différents associatifs, parce que réellement, c'est une véritable chance pour les aider. Il leur sauve la vie. Moi, quand le matin, quand je me réveillais, rien de mieux que l'association de Notre-Dame, à qui je rends hommage, d'ailleurs, Notre-Dame des Champs, qui nous donnait un café à 8h du matin. Un café peut changer une journée, réellement. C'est un véritable plaisir et un bonheur d'avoir un peu de chaleur dans ce froid, et surtout d'avoir un café à partager avec des gens, et surtout avoir ce contact humain. Parce que le pire de tout, c'est ça, c'est d'être oublié, c'est d'être ignoré, d'être méprisé aussi parfois. Psychologique, dans cette expérience qui a été le plus dur pour moi, c'est l'aspect psychologique plus que physique ou autre. Encore une fois, c'était que 15 jours. L'impression d'être méprisé, ignoré... Totalement ignoré, de ne pas exister. D'où le titre Les Invisibles, c'est de ne pas exister. Soit on est ignoré, soit on est innuisible. Parce qu'on est assis au plein milieu du trottoir, on gêne. Mais on n'existe pas en même temps. On est en fait on est un bien mobilier. On est une poubelle. Voilà. On est considéré comme une poubelle, comme un nuisible. Et ça vous vous attendiez pas à ça, à ce point, en fait, Armand ? Non, moi je m'étais préparé surtout sur l'aspect physique. Je me disais, moi qui suis un grand mangeur, tiens, ça va être compliqué d'avoir faim. Sur le sommeil, je me disais, ça va être compliqué de dormir. Mais pas du tout sur l'aspect psychologique. C'est vraiment l'aspect psychologique qui m'a le plus touché, le plus, je dirais, fait mal. Et dites-moi, au fond, ceux que vous avez rencontrés, vous n'avez pas rencontré les 300 000 sans-abri, est-ce que la plupart de ceux que vous avez rencontrés sont résignés à leur sort ou essayent de s'en sortir ? Malheureusement, il y a c'est comme tout, il y a un peu de tout, il y a un peu de, voilà. Il y a effectivement certains qui luttent au quotidien pour s'en sortir. Il y en a d'ailleurs qui ont réussi, post ce documentaire avec qui je suis resté en contact. Patrice notamment, qui a trouvé une colocation. Donc c'est déjà une amélioration. Bien sûr. D'autres malheureusement qui sont, là c'est Nicolas, qui je pense, qui est un ancien militaire malheureusement devenu accro en Afghanistan à différentes drogues. Et qui malheureusement lutte contre ces démons, lutte contre aussi cette dépendance aux drogues. Pour lui c'est beaucoup plus compliqué, même s'il a fait des progrès. La rechute n'est pas très loin. Donc ça dépend des cas, il y a vraiment de tout, mais il y en a énormément en tout cas qui essayent de s'en sortir. Réellement. Oui, c'est ça, qui se battent. Qui se battent au quotidien. Et tout à l'heure, je vous parlais du 115. Il y a un chiffre qui avait été donné par Guillaume Kasbarian pendant cette période d'ailleurs, l'ancien ministre du Logement. Oui. Pendant cette période, c'est les 70% de logements d'urgence qui sont occupés, 70%, par des immigrés clandestins. Ah ouais. Donc, clandestins. Ah oui, 70% 70%. Et c'est un chiffre qui a été repris par Bruno Retailleau. Donc là aussi, les SDF, ils n'ont pas de place, quoi. Là aussi, ça se pose. Il y a une problématique qui se pose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place et pourtant on accueille des sans-abri clandestins. Mais sans faire de parallèle ou qui est le plus pauvre, sans faire de différenciation dans la pauvreté. Mais on voit bien qu'il y a une problématique d'accueil aujourd'hui, même de l'immigration, qui ne marche pas et qui empiète effectivement sur aussi les SDF français, compatriotes français.
Et autant d'hommes que de femmes, plus de ce que vous avez rencontré, vous. Plus d'hommes que de femmes. Beaucoup plus d'hommes, de toute façon, c'est les statistiques, beaucoup plus d'hommes, mais pour les femmes, c'est encore plus dur. Enfin, vous imaginez tout ce qui suit lorsqu'on est une femme isolée dans la rue. Donc les femmes essayent en majorité d'intégrer des groupes d'hommes plutôt gentils envers elles, je dirais. J'ai pas d'autres mots, mais plutôt protecteurs. On cherche la protection forcément d'un groupe. Bien sûr. Mais c'est aussi un piège. Le groupe n'est pas forcément bienveillant. Joanne, que j'avais rencontré, par exemple, avait été droguée à son insu par d'autres SDF. Qui en ont profité. Qui en ont profité. Ils étaient en train de boire dans une canette de bière ou autre, et ils ont glissé une substance et l'ont rendu accro. Donc c'est pour ça que je disais que l'homme reste un loup pour l'homme dans la rue. C'est encore une fois. C'est assez terrible. Alors justement, votre documentaire, on peut le voir sur Témoin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Témoin Média. Témoin Média. Témoin Média, Voilà. c'est sur YouTube, c'est gratuit. Voilà, écoutez, vous ouvrez Témoin Média, vous regardez, et je crois que pour moi, c'est une des formes de journalisme très intéressante et que je recommande. Il y a 40 ans, avait fait 1 million d'exemplaires parce qu'il s'était déguisé du brou de noix en ouvrier turc. Voilà, vous avez pendant 15 jours vécu cela, et puis on attend aussi que les politiques commencent à s'en occuper, un de ces jours. Totalement. Merci. Belle récompense. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Comment Qu'est-ce que j'entends? Que dit la porte-parole du gouvernement? Vous savez que ça a glacé la France entière. Je vous assure. Une nouvelle, je n'ose même pas vous la donner, j'en tremble encore, mais c'est la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui l'a dit. De quoi s'agit-il? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes dans le cortège funèbre. Un cercueil s'avance. Une foule est là. Des pleurs, des gémissements, des larmes. Écoutez, ça nous a été annoncé hier. Écoutez la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Écoutez. Encore hier, à cette même place, Bruno Retailleau a rappelé, et il tenait à le rappeler, il n'est pas macroniste. Donc on peut... Moi non plus. D'accord. C'est pas une nouvelle, puisque vous êtes membre d'ELA, mais ça veut dire qu'on peut être ministre clé du gouvernement et être un opposant au macronisme. La question, c'est pas être opposant au macronisme. Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat du président Macron. Le macronisme va trouver une fin. Vous êtes porte-parole du gouvernement et vous dites que le macronisme, la Macronie va disparaître, va mourir. Non, Sophie Primas, la Macronie tiendra. Nous sommes là pour la faire tenir. C'est quand même intéressant. Non mais sérieusement, qu'une porte-parole du gouvernement nous annonce la fin de la Macronie. Alors, des commentaires extrêmement, vraiment malévolants, malpensants, disaient mais c'est déjà fait. Mais non, c'est pas fait. En tout cas, écoutez, nous vous tiendrons au courant où se passe l'enterrement. André Berkov, que se passe-t-il dimanche ? Eh bien, dimanche, c'est la fête des mères. Bravo André. Et un bracelet personnalisé de la collection Lettres de votre marque préférée, le vent à la française.com. Ah, j'adore autant n'importe le vent. Et donc, à l'occasion de la fête des mères cette semaine et toute la journée dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque le vent à la française.com. Un très joli bijou, finition dorée, je le redis, intégralement fabriqué en France, confectionné à la main. Pour participer, c'est simple, vous appelez le 0826 300 300 et votre nom sera peut-être tiré au sort. À tout à l'heure. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle, mais on en parle toujours à la marge de temps en temps. Et on en parle comment? On en parle un peu n'importe comment.
Vous savez, on parle des Black Blocs, des insurrections, des insurrectionnels. On entend, vous savez, des mots comme ça qui arrivent et puis on voit des images de violence ou d'insurrection, enfin d'insurrection en tout cas de groupe. Alors on entend les Taz, les ZAD, Notre-Dame-des-Landes, on entend les Black Blocs, on entend beaucoup plus, là on les a entendus, les Gilets jaunes. Et puis on entend ultra-gauche, les conseillistes, les violents, les anarchistes, mais quels anarchistes. On fait beaucoup de confusion dans des mouvements qui existent depuis des décennies, ou en tout cas dans des appétits, dans des inclinations, et c'est très intéressant parce que, au fond, dans une société qui a tendance à s'asseoir, qui a tendance à se conformer, qui a tendance, soi-disant, à s'opposer, mais en fait se retrouver dans les mêmes moules, il y a toujours des gens qui sortent du moule, peut-être qui y rentrent après, et qui décident de s'attaquer au vieux monde, de changer tout, que ce soit de détruire le capitalisme, ou de détruire le bureaucratisme, ou autre. Eh bien, ça existe. Et vous savez, quelque part, ils sont... Ça va peut-être vous paraître étrange, un peu le sel de la terre. C'est la marge. Et de temps en temps, évidemment, la marge rejoint la page. Et j'en parle pourquoi ? Parce qu'un livre très intéressant vient de paraître aux éditions du Cerf, Le Monde ou Rien. Bonjour Arthur Pouliken. Bonjour, enchanté. L'histoire du mouvement autonome en France. C'est très intéressant parce que vous rappelez cette espèce de je dirais quand même de permanence d'un mouvement qui, on pourrait dire deux mouvements, d'ailleurs vous le dites vous-même très très bien, il n'y a pas une étiquette, il y en a 40, il n'y a pas, puis c'est très flou, mais en même temps il y a, et dites-moi si vous en êtes d'accord, il y a cet mouvement de dire on ne peut pas accepter les choses telles qu'elles sont, on essaie de se révolter d'une manière ou d'une autre. Cette espèce de revendication qui existe d'ailleurs, elle est depuis Spartacus, enfin, si on veut remonter loin, c'est un peu ça que vous avez voulu décrire dans ce mouvement autonome ? Exactement, oui, c'est pour ça que je commence par revenir justement à l'histoire des marges dans toutes les révolutions. Bon, on pourrait remonter, comme vous le dites, à Spartacus. Pour ma part, je remonte à au moins la Révolution française, pour montrer qu'il y a un continuum, une continuité historique du fait qu'il y ait des personnes qui ont souhaité aller plus loin à chaque fois, qui n'ont pas souhaité être récupérées, institutionnalisées, et qui ont maintenu cette flamme vivante à travers bien des époques et sous bien des formes, avec des dénominations, des pratiques qui sont diverses, parfois même contradictoires. C'est un mouvement d'une grande richesse. Bien sûr. Très grande richesse, et vous le montrez dans votre livre, c'est pour ça que vraiment je le conseille. Lisez-le parce que vous remontez, d'ailleurs, enfin, comme ça je le dis un peu en vrac, mais on va en parler de façon plus précise. On rappelle Action Directe, on rappelle d'ailleurs au commencement était mai 68, mais en fait ça date, vous venez de le dire, de bien avant. Mais mai 68, c'est vrai, a représenté un moment où il y avait des gens qui voulaient vraiment détruire le système ou le changer complètement. Bon, ça n'est pas arrivé, on sait ce qui s'est passé par la suite, mais ça a créé quand même, et vous le racontez, une myriade de mouvements qui ont, disons, vécu, qui sont morts, mais qui ont fait autre chose après, qui ont fait des petits. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Souvent, comme dans le livre Génération, on a tendance à limiter l'histoire de mai 68 à ces grandes figures, les plus connues, celles qui ont réussi à finalement avoir de grandes carrières par la suite, et donc à connaître une certaine rupture avec leurs idéaux de jeunesse. Là où finalement, il y a un grand nombre d'acteurs, souvent des anonymes, qui ont poursuivi leur engagement sous bien des formes, souvent assez déçus par l'échec de mai 68 comme révolution, puisque ça n'a pas été une. En tout cas, il n'y a pas eu de changement de gouvernement ou de système politique en France. Et pour autant, qui sont alimentés par cette dynamique, qui sont nourris par ces pratiques, et qui vont chercher justement d'autres portes, notamment en se tournant vers l'Italie et vers l'Allemagne, qui font figure de foyers révolutionnaires dans les années 70. C'est ça, vous parlez surtout de ces trois pays, France, Allemagne, Italie, où ça a vraiment vécu. Alors, justement, est-ce que ces personnes-là, et votre livre là va jusqu'à présent, bien sûr, hein, en passant par les Gilets jaunes, mais on en reparlera. Mais au fond, s'il y a des dénominateurs communs, je ne dis pas un seul dénominateur commun, ce serait trop réducteur. C'est quoi ? On dit, ce monde, justement, vous dites ce monde ou rien, mais ce monde, il faut le changer de fond en comble, et il faut le changer, que ce soit par la violence ou autrement, il faut le changer. C'est ça un peu le dénominateur commun ? Voilà, c'est le refus de l'existant.
En lutte contre l'existant, que ce soit justement les lois du marché, mais également ça va être justement la vie courante. Il y a une politique de la vie courante, des affects, la vie quotidienne. La vie quotidienne, tout à fait, oui. Ça va être dans l'amour, ça va être dans l'amitié. Justement, on va rechercher d'autres possibilités de relations humaines. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement cette perspective révolutionnaire, elle est totale, elle a trait à énormément d'aspects. C'est pour ça que des autonomes vont se passionner pour la psychiatrie, pour la question des prisons, pour la question de l'amour libre ou bien d'autres choses. Et en même temps, elle évolue quand même dans les marges de plus largement des mouvements révolutionnaires, de l'anarchisme, du communisme, dont elle se nourrit. Alors justement, mais il y a eu beaucoup c'est très intéressant de voir, justement vous dites, et vous avez raison, qu'on a beaucoup parlé des anciens tête de pont ou tête de gondole de mai 108, qui eux se sont rangés, sont devenus, je dirais, des notables, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais des notables. Là, vous parlez pas des notables, vous parlez vraiment des marginaux au sens vrai du terme, de la marge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, par exemple, est-ce qu'on peut lier les mouvements, je dirais, zadistes, tout ce qui s'est passé Notre-Dame-des-Landes, ou par exemple, est-ce qu'on pourrait lier les mouvements qui vont asperger de peinture, asperger de soupe dans des musées, etc., ou se coller, vous savez, est-ce qu'on peut assimiler, par exemple, aussi des gens dans cette manifestation, on parle de l'ultra-gauche, les casseurs, etc., etc. Parce que, comme ça, d'emblée, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui lie les casseurs avec les écolos, avec la France insoumise? Est-ce que c'est une expression politique? Ou en fait, ce qui est intéressant et à la fois difficile, c'est qu'on voit qu'il y a une extraordinaire foultitude de gens, mais on se dit au fond, est-ce que ce n'est pas cette diversité qui fait qu'à un moment donné, ça ne marche plus? C'est une des grosses limites du mouvement, effectivement, le côté qui part dans tous les sens. Cependant, je trouve que ça témoigne d'une époque aussi où l'engagement est fluide, où des personnes peuvent se retrouver justement un peu avant une élection, fascinées par la France insoumise, puis quelques mois plus tard, déçus, vont après essayer de s'engager d'autres manières, ou simplement en manifestant vont se retrouver confrontés à des choses qu'ils n'avaient pas prévues, et donc vont pouvoir soit se radicaliser, soit arrêter de manifester. Donc on passe très vite finalement de l'un à l'autre. On n'est plus du tout dans une époque où des personnes qui commencent à s'engager à 18, 20 ans et se retrouver engagés dans un parti à vie comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais ce qui est fascinant dans votre livre, c'est que justement on peut penser à ces communistes depuis 40 ans. Enfin, je parle d'une époque, je parle du XXe siècle, hein, bien sûr, ou des socialistes ou autres, enfin, qui étaient là. Et puis là, on a l'impression, non pas que c'est une mode, mais enfin, au bout de 6 mois, ça marche plus, on change de costume. Et ça a toujours été une des grosses limites de l'autonomie, de ce mouvement autonome dont on parle, c'est que ça reste quand même très largement un mouvement juvénile, qui a beaucoup de mal à proposer quelque chose aux personnes qui arrivent autour de la trentaine, notamment qui fondent des familles ou qui commencent à avoir une carrière, parce que c'est un mouvement qui en demande beaucoup et donc qui a beaucoup de mal à se pérenniser. Et il y a bien sûr des gens qui arrivent à passer leur vie entière, mais c'est très limité. Oui. Alors quand vous dites qu'il en demande beaucoup, donnez-nous des exemples. C'est-à-dire qu'en fait, pour être, je dirais, dans ces actions, d'ailleurs, actions directes et compagnie, qui en demandent beaucoup, mais qui en même temps se font, je dirais, assez souvent sévèrement sanctionnés ou tabassés ou opprimés. C'est ça, il y a déjà le poids de la répression, c'est-à-dire qu'un certain nombre, justement, finissent par rapport à leur pratique à arriver à être confrontés à la justice, à la prison, à faire cette expérience-là. Au-delà d'actions directes, il y a énormément de personnes pour d'autres faits qui ont pu justement s'y retrouver confrontés, ce qui peut être épuisant. Et également, la volonté de mettre en cohérence sa vie, ses pratiques avec ses valeurs peut pousser, à travers la vie communautaire, la vie en squat, l'illégalisme, à des modes de vie qui sont parfois difficilement tenables sur le long terme, même dans les groupes qui arrivent à rester le plus longtemps actifs, comme on a connu dans les années 70 ou 80, dans une société où on pouvait encore avoir des faux comptes, faire des faux traveler checks, des braquages, etc., tout en passant sous les radars. Alors, comment vous partagez, et j'aimerais que vous nous disiez, les gens qui ont opté, à un moment donné, surtout dans les années 70, à Brigade Rouge, Action Directe et autres, qui ont opté pour la violence, et des gens qui ont opté, non pas pour le pacifisme, mais pour des actions plus, je dirais, plus douces, en tout cas plus apaisées. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait quand on regarde justement comme l'a fait par exemple Azem El Moukadem le nombre d'actions violentes en France entre 68 et 76, il y en a plus que dans les pays limitrophes comme l'Italie et l'Allemagne qui pourtant nous paraissent beaucoup plus marqués. Il y a plus d'actions violentes en 70-76 en France. C'est ça, mais pourtant elles sont de beaucoup plus faible intensité. Et c'est des petits sabotages, des bombes artisanales et tout, mais il y a assez peu de morts en France liées à cette violence-là et assez peu de dégâts matériels. Et donc ce qui motive, je pense, une partie des personnes, c'est justement de vouloir
poursuivre le mouvement de 68. Et en même temps, on voit que certains des leaders, je pense notamment à ceux de la gauche prolétarienne, vont justement mettre la pédale à un moment et dire stop, on s'arrête là, et vont liquider l'organisation par en haut. Et c'est le cas en fait de plusieurs organisations d'extrême gauche qui choisissent à un moment de se ranger, soit de participer aux élections, soit de se dissoudre. Et pourquoi, à votre avis? Enfin, quelle raison ils donnent? Parce que avant la révolution jusqu'à la mort, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en donnent finalement assez peu. Je pense que ça tient à un traumatisme ou à une inquiétude individuelle par rapport à ce qu'ils voient se passer dans les pays voisins. Et aussi, de manière un peu plus cynique, si je peux me permettre, je pense qu'un certain nombre envisageaient sérieusement de se ranger, de faire carrière. Et quand on a le choix entre justement passer 20 ans en prison ou faire une belle carrière, bon, c'est vrai que ça peut être tentant de ça réfléchir. Rappelle ce livre de Guy Hockenheim, Lettres à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. En plein dedans, exactement. C'est ça, oui, il y en a eu et on les connaît. Justement, Arthur Pouliken, parce que ce qui est intéressant, vous racontez juste un certain nombre, et on va en parler, on va prendre le temps, et on va parler de ces groupes parce qu'ils ont joué un rôle extrêmement important. Et à mon avis, ils ont fait peur à un moment donné. Il y avait les gens qui disaient, oulala, qu'est-ce que ça va venir? Rappelez-vous, on disait, la France va entrer en guerre. Enfin, il y avait vraiment une espèce de... Et ils ont en même temps, on va parler aussi, c'est intéressant, parce que, est-ce que les Antifa et Black Bloc d'aujourd'hui, pour ne parler que d'eux, est-ce que ce sont les héritiers ou pas du tout de ces de la gauche prolétarienne d'il y a 40 ans et plus? Est-ce que c'est très différent? On va en parler juste après cette petite pause. Que sont ces mouvements? On va essayer de faire l'inventaire, non pas de tout, ça nous prendrait des heures, mais quand même, qui sont ceux font ces mouvements? On va en parler avec vous, Arthur Pouliken. Mais d'abord, André, le gagnant. Je vous laisse l'annoncer. Lisez son nom. Oui. C'est Sylvie de Hoche. Bravo. Eh bien, écoutez, Sylvie de Hoche, je suis très heureux de vous annoncer que vous avez gagné le bracelet personnalisé de la collection Lettres de levent à la française.com. Exactement. Bravo. Et le vent, c'est la poésie. Et pour participer... Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et qui d'entre nous n'a pas voulu, à un moment donné, non pas refaire le monde, c'était Camus qui disait il faut refaire le monde, non pas refaire le monde, mais qui ne nous défasse pas. Il avait baissé les ambitions, mais des gens qui veulent vraiment refaire le monde. Alors on dit oui, rêveur ou casseur, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et lisez le livre d'Arthur Pouliken, Le Monde Rien, l'histoire du mouvement autonome en France, parce qu'il dit bien qu'il y avait au-delà de tout une espèce d'espoir. Alors on peut dauber, mais enfin écoutez, je me demande s'il faut préférer les combattants de l'espoir à la tranquillité des taupes. C'est une question, chacun y répondra. Mais je voudrais, Arthur Pouliken, justement, qu'on entre un peu dans ces mouvements et dans ces périodes, puisque nous avons un peu 50 à 60 ans d'histoire que vous racontez dans votre livre. Et je dirais que quand il s'agissait de la tentation de la lutte armée, en France, en Allemagne, en Italie, c'était vraiment, et ces actions terroristes, c'était pour se dire, on va mimer, est-ce qu'il y avait le fantasme de la guerre d'Espagne, ou du maoïsme en Chine, ou le Vietnam, etc. On va mimer à notre mesure ces guerres et faire... et ils savaient ou ils pensaient que vraiment ils pouvaient renverser quelque chose. Alors c'est assez intéressant quand on regarde justement dans la situation française, à part la Ligue communiste qui justement est un peu dans une optique tiers-mondiste, se réfère au Vietnam et tout, la principale organisation qui nous intéresse peut-être, c'est-à-dire la gauche prolétarienne, qui je rappelle est une organisation maoïste, son imaginaire, il n'est pas tant en Chine qu'en France, et il se revendique de la résistance française, de l'idée qu'il y a un nouveau fascisme qui vient. 45, 40, tout à 44, fait. oui. Ouais, tout à fait. Des francs-tireurs et partisans et comme ça. Et d'ailleurs, sa branche armée s'appelle la Nouvelle Résistance Populaire. Il y a l'idée qu'on va relancer la résistance. Et que la France est occupée pour eux, c'est ça. Par le capitalisme, Voilà, que déposer les armes en 45 a été une trahison et qu'il faut relancer ce processus-là. Ce qui est un peu le cas également en Italie à cette même époque. D'accord. Et alors donc, et ça a duré jusqu'à quand ça, cette tendance résistance et aux prolétariennes? Enfin, ils croyaient au prolétariat à l'époque. Oui, et pour le coup, ils avaient réussi effectivement à avoir des groupes importants dans la main-d'œuvre immigrée, à Renault-Flin, à Bilancourt, à Citroën. Et ça a été assez bref finalement. C'est entre 68 et 73 qu'on a vraiment une période active qui s'effondre après très rapidement.
Et ensuite, alors qu'est-ce qui arrive ensuite? Ensuite arrive donc la liquidation de ces organisations par leurs dirigeants qui, comme on disait, ont voulu tout arrêter à un moment. Et une partie des militants de base se sentent lésés, se sentent orphelins et décident de poursuivre en faisant un bilan critique de ce qu'ils ont fait jusque-là, en disant bon, vraiment ils utilisent le terme de gauchisme, ils disent on rompt avec ce gauchisme-là. Et maintenant on va aller vers une forme d'autonomie des luttes, mais également une autonomie de notre classe. On va s'organiser sans passer par les partis, par les syndicats. Ah oui, hors parti, hors syndicat. Tout à fait, avec une critique très vive des partis et des syndicats. Alors ce sont qui sont ces gens-là? Quand je veux dire, quels mouvements apparaissent à ce moment-là, dans les années 74-75? Alors c'est beaucoup de très jeunes qui étaient dans l'orbite, justement, qui n'ont pas connu 68 et qui arrivent après, qui étaient au collège ou au lycée en 68, qui ont vu leurs grands frères, en gros, se révolter et qui, justement, sont influencés par cette période-là. Beaucoup de jeunes des banlieues parisiennes ou des banlieues des grandes villes, de Lyon, de Toulouse, etc. Certains proches de milieux un peu délinquants, un peu blousons noirs, certains jeunes travailleurs immigrés également, quelques femmes. Et on parlait encore de blousons noirs à l'époque. On en parlait encore, ouais, tout à fait. Et c'est une esthétique qui a beaucoup marqué les premiers autonomes. Voilà, ce côté rebelle des métropoles. Et ça, alors c'était aussi bien en ville qu'à la campagne. Est-ce que le retour à la terre, comme on dit, c'est pas pétainiste là, mais un autre retour à la terre, bien sûr. Est-ce que c'était à ce moment-là que ça s'est passé? Alors ça, c'est assez fascinant parce que justement, on a l'impression aujourd'hui avec le phénomène des ZAD que c'est assez récent, mais en fait, on se souvient que dans les années 60-70, il y a eu justement ce retour à la terre avec des communautés. Le Larzac. Gardarem ou Larzac. Oui. Voilà, et également en Ardèche, dans d'autres endroits, dans la Drôme, où des militants ont choisi de mener la vie communautaire, ce qui est un peu une forme d'assumer une défaite, mais au moins de continuer à maintenir des modes de vie communs à la campagne. Et certains, justement, comme Pierre Contis, se sont retrouvés impliqués après dans l'histoire de braquage, ce qui a beaucoup fait perdre en popularité à ces communautés. Et donc il y a eu un véritable voilà. Mais oui, mais ce qu'il y avait déjà, parce que faut rappeler que mai 68, c'était aussi le féminisme, le début féminisme, l'écologie, etc. Est-ce que l'écologie déjà jouait un rôle important dans ces groupes? Seulement la lutte antinucléaire, la lutte contre les nouvelles centrales nucléaires comme Creil-Malville ou d'autres a été très importante dans les mobilisations des autonomes à ce moment-là, avec des actions assez radicales, des sabotages, des tirs, etc. Et également des morts lors de manifestations comme à Creil-Malville, encore une fois. Alors, arrive, justement, on suit l'histoire, c'est intéressant, arrive 1980, la gauche au pouvoir, Mitterrand au pouvoir, et comment ont vécu ces gens qui déjà s'étaient éloignés du politique, comment ces autonomes, ces gauchistes et autres ont vécu l'arrivée de la gauche au pouvoir? Alors là, ça a été une très violente gueule de bois. Ça a été une rupture massive, c'est-à-dire que de plusieurs milliers d'autonomes dans les années 70, à partir de 81, on passe à peine quelques centaines. L'immense majorité se démobilise. Certains d'ailleurs tombent dans la cam ou dans la délinquance parce que justement ils cherchent à maintenir un mode de vie. La victoire de Mitterrand, ça a été une gueule de bois terrible. Ça a été terrible pour eux parce que justement, c'est l'aboutissement de tout un processus. Maintenant, il y a une sorte de il y a un gouvernement plutôt de social-démocrate, mais justement les luttes tendent à refluer parce qu'il y a une passivité, on se dit le gouvernement va changer les choses, en tout cas dans les syndicats et les partis. Et donc pour beaucoup d'autonomes, c'est la fin d'une histoire. De très rares autonomes soutiennent la présidence Mitterrand parce qu'ils sont déjà passés par un processus, on va dire, un peu de pacification. Et la plupart disparaissent dans la nature à ce moment-là et arrêtent de militer. D'accord. Et alors, qui reste ou qui naît à ce moment-là? Qui sont les gens qui naissent, disons, à l'autonomie et qui restent effectivement dans la marginalité, je dirais. Voilà, alors petit changement de génération. Restent parmi ceux-là quelques organisations qui travaillent notamment sur la question des squats, du logement, notamment à Paris ou dans les grandes villes. Et un groupe très intéressant qui se revendique, en tout cas qui est très inspiré par le situationnisme et qui s'appelle Os Cangaceiros, en référence aux bandits brésiliens. Et les Cangaceiros, oui. Tout à fait, ouais. Et qui en France, ça c'est en France, ouais. Oui. Il y a un très bon livre d'ailleurs par un de ses acteurs qui s'appelle Alesside Lumbria qui revient sur cette histoire-là, qui était illégaliste, sans programme politique particulier, mais qui allait en soutien à différentes luttes, notamment des prisons, qui voyageait beaucoup en Europe, en Pologne chez les mineurs, en Angleterre également, en Italie, et qui menait des séries de petits braquages et surtout de sabotages en France. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Excusez-moi, il faut arrêter le téléphone là, hein, je vous entends. C'est pas possible ça. Oui, mais j'entends. Oui, et dites-moi alors, après Os Cangaceiros,
Mais ça a été très marginal, ça. Ça a été marginal. En fait, la plupart des autonomes des années 80 et même 90 sont liés à la scène alternative. C'est-à-dire qu'il y a l'arrivée en France du rock alternatif, il y a une scène squat qui est assez importante. Et à ce moment-là, donc, on est sur un phénomène urbain un peu dépolitisé, mais avec des bandes qui continuent justement de maintenir certaines publications politiques, qui essaient d'organiser des concerts, qui vivent dans on va dire, dans un illégalisme latent, critique souvent d'action directe, parfois lié à l'organisation, et qui végète un peu. Mais ça reste numériquement assez faible à cette période-là. Ouais. Et donc, ces gens-là, enfin, ce qui se passe, donc, est-ce que la gauche, parce qu'on a bien vu, vous savez, le tournant, il y a toujours la politique, 82-83, le tournant de la rigueur, etc., etc. Est-ce que ça, au contraire, alors ramener des gens qui étaient peut-être un peu, justement, gueule de bois, à envisager autre chose? Parce que on se dit, c'est intéressant, il y avait énormément de choses qui se sont passées en 68, en tout cas qui ont germé et qui ont commencé. Et après, donc, il y a eu cette période, la gauche, mais enfin, la gauche officielle, je dirais, qui a un peu masqué les problèmes. Mais quand est-ce qu'il est arrivé à la jonction ou pas, parce que ça l'intermondialisme qui a existé depuis toujours, mais surtout, je dirais pas l'alliance, mais par exemple, la question de l'immigration, la question du féminisme, la question de tout ça avec la marginalité. Ce qu'on a appelé les islamo-gauchistes à un moment donné, ou les antifas, etc., dont on voit aujourd'hui, effectivement, qui jouent un rôle extrêmement, enfin, en tout cas, un rôle important. Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là? C'est-à-dire que il n'y a jamais eu d'unification, il n'y a jamais eu de convergence des luttes. La fameuse convergence des luttes, ça n'a jamais existé, Arthur Pouliken. Ça reste un mythe mobilisateur, ça reste un objectif pour beaucoup. Et pour autant, est-ce qu'elle arrive, à quoi on peut la mesurer? C'est compliqué parce que déjà dans les années 70, on a des mouvements féministes, enfin le mouvement Libération des femmes, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le mouvement des travailleurs arabes, plein de chapelles qui représentent différentes organisations, parfois liées à la gauche prolétarienne, et qui mènent des combats sur ces différentes luttes, soit qui disparaissent après, mais qui mettent beaucoup de temps à maturer, à devenir, on va dire, à s'inscrire dans l'agenda public, à devenir des organisations ou des courants considérés comme légitimes en France. Il y a un processus de maturation qui prend 2 ou 3 décennies et qui vraiment commence à aboutir dans les années 2000. D'accord. Et alors, aboutir justement dans les années 2000, là, on voit un peu, c'est le paysage. Ça fait 25 ans, hein, les années 2000. Aujourd'hui, nous en sommes où aujourd'hui très exactement? On va en parler parce que on va parler justement du genre. On va parler de toutes ces nouvelles convergences qui essayent de se faire avec des partis politiques officiels qui essayent de les coiffer. Ils y arrivent ou pas, on en parle tout de suite après cette petite pause. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer le monde, quand on demande de changer le monde et que rien n'a changé ou pas grand-chose, il y a la déception, il y a tout cela, mais il y a aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le rien existe, puisque vraiment, il y a, je rappelle Notre-Dame-des-Landes, ces squats, ces gens qui prennent un certain nombre d'espace et qui en font... Et je voudrais qu'on en parle un tout petit peu, Arthur Pouliken, vous en parlez. Que sont ces zones d'autonomie temporaire? Alors, les TAZ, ou les ZAT apparaissent... Temporary Autonomy Zone, et je rappelle, et je dis pour ceux qui s'intéressent, il y a quelqu'un de très intéressant qui s'appelait Hakim Bey, qui a écrit des choses passionnantes là-dessus. Oui, et qui a une grande influence dans les périphéries de l'altermondialisme, tournant des années 2000, où justement il va théoriser le fait que des zones, à un moment, peuvent être libérées et justement servir d'endroit où on expérimente de nouvelles relations humaines. Ça peut être justement quelques rues qui sont à un moment occupées par des manifestants, ça peut être des communes à la campagne, ça peut être tout type d'endroits, justement, qui n'ont pas vocation à durer, mais à servir de lieu d'expérimentation, et qui, petit à petit, par leur agglomération, vont constituer un contre-pouvoir. Mais j'ai lu ça à l'époque, ça me paraît... Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que ce mouvement continue? Parce qu'effectivement, occuper un espace, essayer d'organiser
au petit niveau, à niveau, c'était très intéressant. Est-ce que ça continue ou à votre connaissance, ça disparaît? Je pense que le phénomène des ZAD dans les années 2010 ont été dans la continuité directe des TAS, cependant avec une occupation qui était un peu plus pérenne. Et aujourd'hui, on assiste un peu à leur fin, comme à celle du mouvement squat. Notre-Dame-des-Landes, on le sait, le projet d'aéroport a été finalement annulé. Mais finalement, soit les ZAD ont été légalisées, soit elles ont disparu. Il y a eu d'ailleurs des conflits importants entre occupants. Et aujourd'hui, avec les nouvelles lois, les squats sont très compliqués à ouvrir et à maintenir, en tout cas en France. Je pense notamment à la loi Gasparian. Et donc finalement, ça a beaucoup asséché ces mouvements d'occupation. D'accord. Et alors aujourd'hui, où mettez-vous ce qui se passe par exemple nous arrivons au stade où on voit bien, par exemple, les gauchistes, la jeune garde ou l'ultra-gauche, appelons-le comme on veut. Eh bien, il y a des députés maintenant jeune garde, Raphaël Arnaud et autres, à l'Assemblée nationale, évidemment sous la bannière La France Insoumise. Est-ce qu'il y a à nouveau un ou des partis politiques qui qui récupèrent un certain nombre, l'aventure politique est en train de récupérer un certain nombre de gens. Est-ce que, en un mot, est-ce que la marge rejoint la page en partie? Alors, c'est intéressant la question de la jeune garde également, parce que je la sortirais de la question de l'ultra-gauche. C'est une organisation qui se revendique finalement des groupes d'autodéfense socialistes des années 30, donc d'une filiation, on va dire, plus modérée, ou en tout cas liée à la gauche historique. Mais il est vrai que des organisations comme la France Insoumise ont réussi à capter le vote, voire parfois même l'engagement de nombreuses personnes qui étaient jusqu'ici dans les mouvements autonomes, et qui sont séduits en fait par un parti qui est présenté comme un repoussoir par la politique traditionnelle, et qui également va défendre des thèmes, je pense à la Palestine, à la jonction des mouvements sociaux, à la question des violences policières, de l'islamophobie, etc. Autant de mots-clés qui marchent très bien, justement, et qui permettent de se positionner politiquement. Est-ce que ça veut dire, mais c'est intéressant, en dehors de tout jugement, est-ce que la Palestine d'aujourd'hui a remplacé le Vietnam d'hier? Oui, et depuis les années 70 d'ailleurs, aux obsèques de Pierre Auvernet, on voit déjà des drapeaux palestiniens, et c'est vraiment un combat qui est absolument central depuis 50 ans. Depuis 50 ans, oui, c'est ça. 50 ans. C'est intéressant, il faut le rappeler, parce qu'on a l'impression que c'est né hier ou avant-hier. Voilà, tout ne commence pas le 7 octobre, il y a une histoire très marquante avant, effectivement. Ouais. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le refuge? Parce que c'est intéressant, on parle de la Palestine, on ne parle pas des Ouïghours, on parle beaucoup moins des Afghans, on parle beaucoup moins des Kurdes, etc., etc., etc. Bon. Mais est-ce que, disons, la tentation de l'étranger de s'occuper évidemment, de la solidarité des luttes internationales, est-ce que du coup, ça fait une espèce de désert dans la revendication franco-française? On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose là-dessus. Ouais, c'est toujours un risque, c'est-à-dire que les luttes internationales, elles sont portées par des mouvements révolutionnaires parce qu'elles peuvent nourrir les luttes locales, la Palestine particulièrement parce qu'elle permet justement de s'opposer à son gouvernement et à ses pratiques. Là où finalement, parfois, ça peut devenir justement des causes, pas forcément la Palestine, mais d'autres, des causes qui sont humanitaires et qui permettent aussi, en allant chercher justement les damnés de la terre le plus loin possible, de moins... justement, qui servent de pis-aller ou de... On s'occupe du lointain pour pas vraiment faire quelque chose pour dans les périodes de creux, politiquement, tout à fait, oui. Ouais. Et ça, on le sent très bien dans la pratique des autonomes. De certains autonomes. Oui, ça a pu être le cas historiquement de se tourner vers des luttes étrangères qui permettent justement d'aller chercher un nouvel horizon révolutionnaire. Je me souviens d'une anecdote assez parlante à ce niveau-là. Dans les années 2000, une partie du mouvement autonome est très tournée vers la Grèce. Beaucoup de militants ont l'impression que la révolution va venir de Grèce ou qu'il va se passer des grandes choses. Et je me souviens de gens qui reviennent de Grèce en disant mais en fait les Grecs qu'on rencontrait dans des squats disaient c'est en France que ça se passe. Nous on est solidaires avec ce qui se passe en France, on attend que ça se passe en France. Ouais. Et donc c'est très intéressant parce que vous en parlez justement. Je voudrais citer. Attendez, oui, c'est très intéressant parce que vous racontez. Il y a une phrase, je crois que c'est d'Éric Hazan, qui dit ceci: on se demande si ce n'est pas le sort et le sort de tous les mouvements, de tous ces mouvements-là. Je vais vous en parler au début. Et alors ça parle évidemment d'un temps passé, mais c'est Éric Hazan qui écrit ceci, que vous citez dans votre livre, Arthur Pouliguen.
Jamais les États nés d'une révolution ne se sont laissés dépérir. Au contraire, tous ont travaillé à renforcer leur appareil et surtout ce renforcement est passé par l'élimination de l'extrême gauche, de l'aile marchande de la révolution. Des paysans révoltés de Thomas Munzer aux ouvriers de la commune de Shanghai, des levelers de la guerre civile anglaise aux cordeliers de l'an 2, des insurgés de Kronstadt et d'Ukraine aux anarchistes et poumistes espagnols, tous ont connu une fin tragique. Est-ce que les mouvements dont vous parlez vont connaître aussi, ou ont déjà connu des fins plus ou moins tragiques ? C'est le cas, en tout cas pour le moment ils n'ont pas réussi à mener à la révolution et c'est vrai que même dans une période où on pourrait imaginer un peu plus agité en France, il y a le risque justement quand on occupe une position ultra de se retrouver marginalisé et par justement un programme maximaliste en demandant d'aller toujours plus loin, d'être contraint à la défaite. C'est une histoire des vaincus que l'on écrit quand on parle de ces mouvements-là. Et si je peux me permettre, ce que disait Paul Valéry, c'est que si le monde tient par les modérés, il vaut par les ultras et par contre ils représentent un certain sucre, un certain... C'est le sel de la terre, vous voulez dire quelque part. Évidemment, trop de sel, c'est embêtant, mais... Oui, on pourrait dire ça. Et c'est assez passionnant parce que c'est en même temps, je dirais... est-ce que les gens que vous avez rencontrés, les revues, est-ce que quand même le fait de dire, parce qu'il y a aussi ça qui est là, c'est qu'on a vu que les révolutions messianiques, on voulait le paradis et puis qu'on est l'enfer, enfin Pol Pot, enfin Mao Tse-tung, les centaines ou les dizaines de millions de morts, les espoirs effectivement qui étaient formidables, dans certains cas transformés en bureaucratie terrible, le communisme de départ, enfin qui était une perspective messianique, qui se voulait messianique, mais qui était au départ, puis pour être intéressante, se transforme en goulag, etc., etc. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que les personnes que vous avez rencontrées, ou ceux qu'ils écrivent, est-ce qu'ils se disent oui, écoutez, c'est pas une raison pour désespérer, c'est pas une raison pour continuer le combat autrement, bien sûr, ou est-ce que les leçons du totalitarisme de gauche comme de droite, ou d'extrême droite, nazisme, bolchevisme et autres, n'ont pas du tout joué ? Je pense que la plupart des gens qui se politisent, en plus au cours des dernières décennies, sont nés après les nouveaux philosophes, après ces critiques-là du totalitarisme, donc le prennent avec une pincée de sel, ou en tout cas ont déjà intégré ces leçons. Et en plus de ça, se revendiquent d'une histoire qui est celle justement de marches qui ont toujours lutté contre ces tendances à la centralisation, à la bureaucratisation. Donc quelque part, se sentent assez peu concernés par ces critiques. Ils sont antitotalitaires, c'est ça, vous voulez dire ? Oui, critique du terme totalitaire lui-même, mais en tout cas, ils ne se revendiquent certainement pas pour les autonomes de Staline ou de Mao, en tout cas pour la plupart, oui. Et ils ont quel âge en fait ? L'âge moyen, si on peut dire, à chaque fois génération par génération. Alors oui, dans les années 70, il était très jeune. Il a peut-être un peu augmenté dans les années 90-2000 et aujourd'hui, il est encore très jeune, entre 18 et 25 ans, j'ai envie de dire. Très difficile effectivement de donner une sociologie du mouvement. Mais on est quand même sur des personnes qui en général sont en rupture d'études ou jeunes travailleurs. Ouais. Alors on va en parler et puis après cette petite pause, on va parler justement d'aujourd'hui, de cette modernité à l'heure des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'autonomie peut encore prospérer ? On en parle tout de suite avec Arthur Pouliken. À tout à l'heure, 0826 300 300, évidemment, si vous avez envie d'intervenir. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Arthur Pouliken, Le Monde ou Rien. Histoire du mouvement autonome en France, qui vient de paraître aux éditions du CERF. Justement, Arthur Pouliken, vous savez, à savoir, aujourd'hui, là, vous en parlez assez peu, mais vous avez rencontré énormément de gens, que ce soit de la génération des années 70 ou d'aujourd'hui. Il se fait... Quel rôle joue, parce que quand même ça avec 15-20 ans, là ça devient une banalité de base, les réseaux sociaux, Internet, les plateformes, les TikTok, les podcasts et compagnie. Quel rôle il joue aujourd'hui ? Est-ce qu'il joue un rôle en tout cas de répercussion, de caisse de résonance dans ce qui existe encore ou plus jamais des mouvements autonomes ou marginaux ?
Alors moi, je trouve que justement, il y a un rôle très paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a une tendance assez forte du mouvement autonome, notamment chez les situationnistes et les gens qui les ont inspirés, qui étaient très critiques des nouvelles technologies. Dès les années 70, il y a eu des sabotages d'ordinateurs, puis après une critique très carrément, documentée. sabotage d'ordinateurs. Tout à fait. Très en avance, donc, dès les années 70-80. Puis après une critique justement on va dire, de la domination de l'homme par la technologie, de l'aliénation informatique ou cybernétique. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de politique complètement hors des réseaux sociaux. Et donc, il y a une nouvelle génération, mais c'est quelque chose d'assez récent, vraiment fin année 2010, qui commence vraiment à s'en emparer. Depuis 10-15 ans, quoi, vous diriez. Voilà, oui, moi je dirais que le tournant s'opère autour du mouvement contre la loi travail de 2016, où par exemple Facebook devient un lieu d'organisation très important, notamment à travers les groupes. Par exemple, Blocus Paris, qui permet d'organiser des blocus de lycée, puis après qui devient juste un espace de discussion où des autonomes sont très actifs. Sur Facebook. Sur Facebook, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, ça va être plutôt sur Instagram ou d'autres. Évidemment, il y a des effets de mode et on passe rapidement d'un réseau à l'autre. Mais aujourd'hui, par exemple, beaucoup de groupes autonomes ont leur compte sur Instagram, ce qui était inimaginable il y a 10-15 ans. Ah oui. Tout à fait. Intéressant ça. Et X, Twitter, joue un rôle Alors Twitter, oui, je pense que c'est là où les autonomes restent quand même dans la sphère très large de la gauche. Il y a eu des débats, certains en sont partis, d'autres y sont encore. Mais c'est un espace qui est un peu moins investi, j'ai l'impression. Et pourquoi Instagram ? Parce que c'est un réseau qui, même si c'est lié à la méta, qui permet encore de diffuser du contenu politique, on va dire, c'est un peu un média froid, enfin qui permet justement d'en envoyer comme ça, sans forcément avoir de retour. C'est pas propice à l'échange, à la discussion, mais ça reste un média très consulté et qui permet donc d'appeler à des événements, de diffuser des informations assez rapidement. Et donc, c'est utilisé, mais pas plus que ça. On n'a pas l'impression que ça explose, en tout cas, dans les réseaux sociaux. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est quand on parle des grands podcasteurs ou des gens qui sont connus, c'est pas... Alors, évidemment, il y a des Papacito et des gens... Est-ce que, par exemple, vous connaissez Papacito ou pas du tout ? Ouais, tout à fait, je l'utilise. Est-ce que vous le mettez dans cette mouvance autonome, lui ? Non, je le mettrais... Papacito, justement, je pense, est plutôt de l'autre côté du spectre politique, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas il est à droite, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent à gauche. On peut penser, il y a quelques podcasts, quelques vidéos, je pense au travail que fait Lundi Matin ou d'autres médias, mais ça reste assez rare en fait. Et en plus de ça, il y a une sorte d'appauvrissement de la publication, justement parce que les impératifs des réseaux poussent à avoir des contenus assez, on va dire, textuellement limités, avec des punchlines, avec quelques informations. Mais quand on compare ça à la riche production intellectuelle du mouvement autonome des années 70-80, il y a un peu eu une déperdition quand même. Même s'il y a encore des revues qui existent et des sites un peu plus Oui, denses. mais c'est quand même étonnant parce que vous savez très bien, même aux États-Unis, que des plateformes comme celle de Tucker Carlson, Joe Rogan, ils font des interviews et des trucs fleuves de 1h30, 2 heures qui sont vus par des millions de gens. Donc, parce qu'on dit aujourd'hui, oui, mais la jeunesse, c'est fini, la capacité d'attention est de 3 secondes et demie. Non, c'est pas vrai. Non, loin de là. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait capables de creuser, et ils le font encore. Mais est-ce que quelque chose ne s'est pas perdu ? Alors, vous avez vu ça depuis 50 ans. Moi, j'ai l'impression, mais vous allez me dire si c'est ça, et quelque chose qui me frappe, c'est l'humour. C'est la dérision. Il y avait à gauche, enfin, je veux dire vraiment, Harakiri, Charlie Hebdo de l'époque, mais beaucoup d'autres publications, justement. Toutes ces publications qu'on connaît mal, par exemple, le Phare, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, qui avait le génie des formules, etc., et puis beaucoup d'autres. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ça se prend très au sérieux. Tout ça, bon, c'est bien de se prendre au sérieux, mais ils font dans la componction, dans le côté, allez, oui, je suis le camp du bien, je dis la vérité, etc. C'est assez boursouflé, tout ça. Et c'est intéressant parce que je pense que le tournant est assez tardif. C'est-à-dire quand on regarde les textes des années 2000, 2009, comme ça, il y a encore beaucoup d'autodérision, de parodies, de trucs parfois un peu scabreux ou de mauvais goût, mais en tout cas, c'est rigolo. Il y a une maîtrise de l'humour et du coup, les autonomes se mettent aussi les rigueurs de leur côté. Ou en tout cas, il y a toute une ultra-gauche qui est assez critique. Là où aujourd'hui, je pense qu'en fait, mais c'est pas lié aux autonomes de manière plus générale, les mouvements contestataires sont plus dans les demandes d'interdiction, de légifération, de suppression, que d'autorisation, que d'agrandissement des libertés, etc. Extraordinaire. Moi, je vois un certain nombre d'intellectuels dits de gauche ou gauchistes qui demandent ils parlent que ça. Oui, supprimer telle émission, alors c'est l'extrême droite, etc. Enfin, au lieu de parler de liberté, ils parlent de censure.
Ça, c'est très nouveau par rapport à avant. Hein. Ouais, tout à fait. C'est y compris dans le milieu gauchiste, quoi. Oui, comme quoi il n'est pas complètement autonome de la société. Il y a vraiment une, comment dire, on est dans une phase où, dans une société justement plutôt répressive, plutôt où on va justement avoir tendance à limiter à défendre une extension des libertés, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc forcément, ça se ressent énormément dans les revendications. Ouais. Et alors au fond, ça m'intéresse, Arthur Pouliken, les gens que vous avez rencontrés, qui soient de telle ou telle génération, vous, personnellement, et là je parle pas aux scientifiques, je parle à l'homme, aux citoyens, à la sensibilité, vous avez ressenti quoi? Quand vous regardez tout ça, vous les écoutez, etc., vous avez l'impression que ce sont des gens, alors on ne veut pas généraliser, bien sûr, il ne faut jamais généraliser, mais quand même, est-ce qu'au fond, ils assument ce qu'ils font? Ils ont l'impression... Vous savez, c'était Simon Bolivar qui disait, quand on lui demandait à la fin de sa vie, alors, Simon Bolivar, quand même, il dit « J'ai labouré la mer ». Voilà. Est-ce que vous avez l'impression de gens, qui soient jeunes ou moins jeunes, qui ont l'impression de labourer la mer? Oui, ça, quand on parle avec des autonomes de plus de 30 ans, c'est souvent le cas, parce que forcément, il y a une certaine frustration, où il peut y avoir un petit peu un défaitisme. Cependant, ce qui est assez parlant, je trouve, dans beaucoup de profils que j'ai pu rencontrer ou qui peuvent s'exprimer d'ailleurs dans des médias ou différents textes, même sans partager aucune de leurs valeurs, c'est qu'on est quand même, enfin, il y a des gens qui sont absolument brillants et qui ont une capacité à mettre en cohérence leurs idées et leurs actes qui est très rare dans notre société. Vous voulez dire qu'ils sont cohérents avec leur vie quotidienne et ce qu'ils professent? Oui, ce qui est devenu rare, oui. Parce que... Oui, c'est pas toujours le cas, bien sûr. Il y a toujours des tartuffes partout, des opportunistes, mais tout de même, il y a une capacité à prendre notamment des dangers physiques, judiciaires, etc., qui est assez remarquable dans une société qui est pacifiée et qui... Ils sortent de leur zone de confort, quoi. Oui, très, très nettement. Et puis, du coup, il y a une sorte de richesse, de densité humaine qui est assez dingue dans les expériences vécues, dans la stimulation intellectuelle qui peut exister. Même si, évidemment, on parle de milieux très limités en termes de personnes, mais avec une grande richesse, on va dire, des discussions, de l'histoire. Disons que vous avez rencontré des hommes et des femmes riches, je dirais riches humainement, riches de compétences ou autres. Enfin. Et des profils assez fascinants, c'est-à-dire qu'au-delà de l'étudiant dont les parents sont syndicalistes et qui est un peu en révolte, il y a quand même énormément de personnes qui ont justement des vécus et des trajectoires de vie complètement inattendues. Par exemple, pouvez nous donner des exemples? Des personnes qui parfois peuvent venir justement de milieux, certains qui viennent authentiquement justement de la criminalité, qui se politisent en prison, d'autres qui viennent au contraire de milieux très favorisés, qui lâchent tout, qui pratiquent une sorte de suicide social, excusez-moi. Ouais. D'autres encore qui auraient pu... Quand vous dites suicide social, ils abandonnent le système, ils vivent, en marge. Et puis qui mettent vraiment en commun leur héritage ou comme ça. Donc on a vraiment des personnes qui vivent pour la cause, qui donnent énormément, et ça c'est quelque chose qui est très rare à notre époque. C'est vrai. Et d'autres exemples aussi. Enfin, et alors dans leur vie quotidienne, donc ils doivent avoir des problèmes avec leur entourage familial ou autre, etc. J'imagine. Enfin. Oui, alors ça dépend justement, je pense, du degré de marginalité auquel on peut consentir. Certains gardent tout de même un pied dans des espaces sociaux un peu plus mainstream, notamment ceux qui sont encore étudiants ou travailleurs comme ça. D'autres, ceux qui font le choix de vivre plutôt en communauté, même si ça a tendance à disparaître aujourd'hui, peuvent se désociabiliser un peu, effectivement. Ouais. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, Arthur Pouliken, aujourd'hui, on est en 2025, donc la marge n'a pas entièrement rejoint la page. Il y en a évidemment comme toujours, et puis c'est pas nouveau ça. Mais il y a ce mouvement que vous décrivez dans votre livre. Franchement, à la fin, at the end of the day, comme disent les Américains, ils existent encore ou c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, résiduel. Non seulement ils existent, mais je pense qu'ils sont promis un certain avenir, parce que justement leur refus de la politique institutionnelle est quelque chose qui peut être porteur dans notre époque. Et comme disait Victor Serge, on reste toujours dans la société, même en prison, il n'y a pas vraiment, on ne peut jamais complètement en sortir. Cependant, ces marges, je pense, peuvent avoir tendance à se développer et à être porteuses de stimulations diverses, on va dire de nouvelles pratiques politiques, de nouvelles idées. C'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai intérêt à en faire l'histoire et à en suivre l'actualité encore aujourd'hui. Oui, c'est ce que vous avez fait. Et tenant compte de ce qui se passe un peu partout, vous le savez comme nous tous, enfin, il y a tous les mouvements de bouleversement qui se passent en ce moment dans les systèmes, dans les plaques tectoniques du système qui bougent. Est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, du point de vue des autonomes, etc., est-ce que ce qui se passe hors de France va peut-être aussi influencer autant que ce qui se passe
à l'intérieur du pays. Ouais, j'en suis certain. C'est un mouvement qui a toujours été transnational, qui a toujours eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait ailleurs, en positif comme en négatif, et qui a produit peut-être ces analyses les plus riches sur ce qui se passait justement dans beaucoup de pays du monde. Et donc je pense que là encore, il y aura vraiment une influence très forte de ce côté-là. Oui. Eh bien, écoutez, en tout cas, lisez le livre d'Arthur Pouliken, Le Monde ou Rien. C'est intéressant parce que ce sont justement ces gens, encore une fois pour le meilleur ou pour le moins bien, qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont pris leurs risques et, comme disait Nassim Nicolas Taleb, ils ont joué leur peau pour la plupart. Intéressant de lire leur histoire.